attendre Ouais. les slides. Peut-être sur un petit avant-propos autour de GINDELIO. Donc ça fait 25 ans qu'on existe à GINDELIO, pour ceux qui ne nous connaissent pas, et on conçoit des espaces de travail depuis l'origine, centrés sur les utilisateurs, convaincus depuis 25 ans que cela permet aux organisations et aux talents d'être plus performants. D'où le sujet aujourd'hui, parce que l'espace de travail est au centre de toutes les réflexions, que ce soit le bureau change et il concentre à lui seul la volonté de transformation, on l'a vu, des Français, des collaborateurs de façon générale. Et comme on analyse et on conçoit des espaces, on avait envie de se poser la question plus largement, parce qu'à Génie des lieux, on a pour vocation de ne pas suivre nécessairement des tendances, mais d'être en avant-garde sur des sujets, de regarder où est réellement le besoin, ce qui se passe sur le marché, ce que les collaborateurs demandent, et de lancer des sujets. Alors, il y a 25 ans, c'est parce qu'on était déjà centré sur l'ergonomie, alors que ça apparaît ces dernières années. Mais il y a 25 ans, on disait déjà que l'homme devait être en centre, avant que tout le monde parle de l'homme au centre dans les espaces de travail. Il y a 7 ans déjà, on a monté une équipe d'une dizaine de personnes sur l'accompagnement au changement, quand les directeurs immobiliers, les services généraux nous regardaient avec des grands yeux, en n'imaginant pas que l'accompagnement au changement puisse se développer partout. Et aujourd'hui, on a envie de vous parler de ce design inclusif. On parle beaucoup aujourd'hui d'inclusif. Vous l'entendez dans le commerce, à travers la mode en particulier, vous le voyez dans les publicités. Donc ça apparaît dans plein de domaines différents, ça apparaît beaucoup au sein des boutiques, on commence à en parler dans l'hôtellerie aussi. Par contre, c'est vrai, dans les espaces de travail, on en est au balbutiement, et c'est ce qu'on a envie d'accompagner aujourd'hui. Alors, peut-être sur la slide, que se passe-t-il aujourd'hui, Stéphanie? Heu, c'est vrai que Vous ça voyez f mon écran? oui, c'est bon. OK, ça marche. Alors, depuis 25 ans, on s'intéresse en particulier au focus ergonomique. Donc, on analyse les activités de travail, et aujourd'hui, on avait envie d'aller plus loin, parce qu'au-delà des différences qui peuvent exister entre les activités de travail, il y a des différences de personnes en tant que telles. Et aujourd'hui, je pense que vous l'avez tous bien en tête, le personnel s'invite fortement dans le professionnel. Il y a une recherche, une quête de sens des collaborateurs, un besoin aussi des entreprises de comprendre ce que cherchent les collaborateurs, pour que le bureau soit plus intéressant pour les collaborateurs, pour qu'ils aient une réelle envie de venir, qu'ils voient un sens au fait de venir au bureau. Et l'inclusif va pouvoir y répondre en partie, parce que le but, c'est de s'adresser à tous, et surtout à l'ensemble de ces différences, de ces parcours, pour que l'espace permette à tous vraiment de développer son potentiel. Donc, ce qu'on voulait vous dire aussi sur le sujet, peut-être Stéphanie, sur la slide suivante, c'est qu'on s'est intéressé de façon plus générale à un monde du travail plus contributif. On ressent que les entreprises ont besoin de se réinventer, de vraiment changer leur système de valeurs et de croissance pour être attractives, pour fonctionner aussi sur le marché, et qu'elles comprennent qu'elles n'agissent pas simplement sur un marché financier à court terme, mais également au sein d'une société. De façon un peu simplifiée, c'est ce qu'on va appeler être une entreprise contributive, c'est-à-dire bénéficier des ressources de la société et de la planète, et aussi pouvoir rétribuer la société parce qu'elle lui apporte. Donc, on s'intéresse à deux sujets au sein de Géine des lieux, les hommes et la planète, avec le sujet de l'inclusion des hommes dans cette entreprise, à travers le design, bien sûr, et l'environnement, le respect de l'environnement et de la planète, aussi à travers le design. On va pas pouvoir brasser tous les sujets aujourd'hui, donc on a décidé pour ce webinaire de se focaliser sur le sujet de l'inclusion, et de voir comment l'entreprise pouvait être plus contributive déjà à travers ces hommes, donc à travers le volet social de la RSE. Alors, c'est vrai que ce sujet, avant la crise, faisait vraiment peu l'unanimité. On était plutôt sur des petites tendances minoritaires, et on voit une explosion depuis le post-Covid, avec le renouvellement des chartes diversité et inclusion dans les entreprises. Il y a un vrai boom de ce sujet. On est en pleine accélération. Pas encore nécessairement de connexion avec la partie design, ou en tout cas très peu, mais on voit que ça va arriver, et c'est le sujet qu'on voulait prendre avec vous. Alors, peut-être pour regarder plus en avant,
l'intérêt du sujet. Quand on questionne les étudiants de grandes écoles, alors à chaque fois, vous avez les sources de ces différentes études hein, en bas à gauche. Là, c'est notamment une étude du cabinet BCG qui a été réalisée en 2020. Donc, on repose sur des statistiques qui sont récentes. 60% d'entre eux nous disent qu'ils sont prêts à refuser un poste dans une entreprise qui manque d'engagement. Donc, dans le cadre d'un marché actuel du travail où il y a une difficulté de recrutement, où toutes les entreprises essaient de miser sur leur attractivité pour avoir le plus de richesse de talent, ce chiffre devient fondamentalement important pour les entreprises, pour trouver le bon axe aussi, pour pouvoir attirer ces talents dont elles ont besoin et retenir aussi les talents qui sont dans l'entreprise. Autre chiffre, au-delà au-delà de ces futurs, on va dire, candidats au recrutement, si on interroge les Français en tant que tels, ça c'est dans notre enquête de Génie des lieux, d'octobre, 2021, donc très récent. Et si on prend un sujet en particulier de l'inclusif, en particulier le handicap, 97 des Français nous disent être fiers d'une entreprise qui prend en compte les personnes en situation de handicap. Donc on voit que ça va au-delà de la possibilité, d'attirer, tous les talents, que ce soit, autour, du handicap, autour, de la diversité, socioculturelle, générationnelle et autres. Mais c'est aussi, de rendre fiers et de donner envie aux autres collaborateurs qui ne sont pas nécessairement concernés par ce sujet, inclusif parce que eux rentrent dans le cadre moyen, habituel. Hem, Eux aussi ont besoin de sentir qu'il y a un souffle, qu'il y a une dynamique dans l'entreprise dont ils peuvent être fiers et à laquelle, ils auront envie dans laquelle ils auront envie de rester et s'investir. Mais ce n'est pas qu'une question d'engagement, d'attractivité, il y a un vrai sujet aussi, business. Heu, Selon une étude, de 2020 qui a été menée par Deloitte, mais il y en a vraiment plein d'autres sur le sujet. S les entreprises qui sont engagées dans une démarche d'inclusion aujourd'hui ont 60 de chances supplémentaires de voir leurs profits augmenter. Donc voilà, c'est un résultat parmi d'autres. Parfois, on parle de profit, à d'autres moments, on utilise d'autres chiffres, mais les résultats sont assez clairs dans les différentes études. Profiter de la richesse des talents et de vraiment les inclure dans l'entreprise est une opportunité business en tant que telle. Donc, entre l'attractivité que cela permet, à la fois pour ceux qui sont concernés et pour les autres collaborateurs, et en plus, la richesse que ça offre à l'entreprise et donc le profit que ça lui apporte, on voit vraiment l'intérêt, de l'inclusion, pour les entreprises et donc d'y penser aussi pour le design qui est une matérialisation, hein, de cette inclusion. Je voulais le faire entrer dans la salle. Je je passe à la slide suivante. Alors la question qu'on s'est posée, c'était de regarder la France active et de voir si, les entreprises la reflétaient. Ça vous permet aussi, vous, de regarder ces chiffres et de penser à votre propre entreprise et de voir si vous êtes au plus près de ça ou pas du tout. Bon, il y a une réalité des secteurs Mmh. d'activité des entreprises, hein. On sait bien que là, c'est une moyenne générale. Parfois, dans certains secteurs, il peut y avoir, moins de femmes qui sont réellement formées, plus moins de jeunes et cetera. Donc, on a conscience que ça dépend aussi de ça, mais ça donne un petit indicateur quand même pour, avoir une grille de lecture de son entreprise et de voir si on en est très, très loin ou pas et si c'est dû au marché en tant que tel ou, juste à sa façon peut-être de recruter, de designer et cetera. On voit que dans la France active aujourd'hui, on a 24 qui sont des personnes en situation de handicap. Alors là, on voit que tout handicap et on va s'y intéresser avec Christelle et Laetitia, mais parler de handicap, c'est très large et souvent, on se focalise en design sur un type de handicap qui sont les personnes à mobilité réduite, alors qu'il y a autant les aspects de mobilité, par exemple, que de cognitif. Et donc, on va voir que ça peut être, ça peut embrasser beaucoup, beaucoup de personnes. On est sur, en gros, la moitié du marché qui est adressé aux femmes. Quand même 29 de plus de 50 ans.
Donc j'aime bien donner ce chiffre parce qu'on focalise beaucoup sur les jeunes aujourd'hui dans l'aménagement des espaces de travail. Attirer signifie attirer, des jeunes recrues, alors que le tiers du marché aujourd'hui, est pour des plus de 50 ans. Donc on a une vraie répartition des âges aujourd'hui dans la population active. 30 pour les plus jeunes, 30 pour, en gros, 35-45 et après plus de 50 ans, on a aussi 30. Donc vous devez aussi adresser cette mixité générationnelle, dans vos espaces et 16,3 d'étrangers et immigrés dans la population active et encore, là, c'est un pan de la diversité culturelle, mais c'est aussi toutes les personnes qui ont des origines et là, en termes de recensement, bien sûr, c'est difficile à inclure dans les chiffres. Et si je rajoute en plus la diversité des hommes par leur corpulence, leur taille, et cetera, on voit que, il y a une vraie pluralité, des personnes, des collaborateurs que vous pouvez aller chercher et que peut-être aujourd'hui vous n'avez pas. Enfin, peut-être pour juste avoir quelques petits exemples, rapidement pour vous plonger dans le concret. Quand vous connaissez, quand vous voyez, des photos comme telles, peut-être que vous pouvez vous dire: «Waouh, c'est superbe, j'aimerais bien avoir un accueil, de ce type». Mais qu'est-ce que ces lieux disent quand vous accueillez un candidat à mobilité réduite ici? Clairement, rien ne va. À la fois par la banque d'accueil qui n'est pas prévue pour, ou la personne va pas être à la hauteur et va pas se sentir en fait, incluse à ce moment-là, dès les premiers pas, ou parce que, le mobilier d'attente est uniquement, en hauteur. Un autre exemple, parce que là c'était peut-être le plus facile, le plus évident pour vous, je rentre dans les particularités. Qu'est-ce que vos lieux disent quand vous demandez à un autiste Asperger de travailler ici? Dans un open space complètement ouvert sur les circulations, avec aussi des espaces informels qui sont semi-ouverts sur vos open space. Donc ça, je sais que ce sont des Mmh. aménagements que vous pouvez avoir dans vos locaux. Vous êtes nombreux, dans ce cas connectés aujourd'hui. Là, par exemple, pas facile, de pouvoir s'y adapter, à moins que vous ayez plein d'autres mobiliers qui permettent de l'isolement, par exemple. Autre, exemple, qu'est-ce que vos lieux disent quand vous sollicitez des collaborateurs corpulents à une réunion dans ces 3 espaces différents? Des box avec des banquettes, où il faut, vraiment une corpulence normalisée, pour pouvoir rentrer dans le box, des tabourets beaucoup trop fins ou encore des assises avec, des accoudoirs qui sont très étroits, donc qui ne permettent pas en fait à toute corpulence, hein, de fonctionner. Donc tout de suite, bah, vous l'invitez, la personne va être obligée de vous expliciter son problème. Donc tout de suite, ça on n'est pas dans une dynamique, de design inclusif. Puis clairement, le box, on voit bien, enfin, on n'est pas sur du, mobilier, mobile, donc de toute façon, c'est coincé là. C'est ça. Et enfin, la dernière, je vous parlais tout à l'heure de ces fameux 30 de plus de 50 ans. Hem, quand Qu'est-ce que vos lieux disent quand vos collaborateurs seniors ne sont finalement pas friands des temps informels et sont parfois montrés du doigt parce qu'ils préfèrent prendre leur pause café ou travailler dans des endroits plus classiques, plus standards. Donc ils vont être montrés du doigt parce que vous leur proposez des espaces comme tels. Mais ils ont peut-être des problématiques, de dos. D'ailleurs, ça va pas être que, les collaborateurs seniors. Vous voyez que ces sujets, ils peuvent concerner bien plus de personnes que ces seuls collaborateurs. Mais notamment, vous, pouvez les exclure de facto, parce que vous proposez uniquement des espaces informels de ce type. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu, de la question et je passe tout de suite la main à Laetitia pour qu'elle nous parle des enjeux autour des espaces de travail et de l'inclusion de son point de vue. Alors, on t'entend pas Laetitia. Bonjour à tous, est-ce que là vous m'entendez? On t'entend Laetitia, Très bonjour. bien. Merci Dora pour cette très belle introduction dans laquelle en réalité tu as dit énormément de choses déjà. Donc je vais essayer de ne pas répéter ce que tu as dit, mais il y a plein de choses que j'avais prévues qui rejoignent les points que tu as soulevés. Et je voulais commencer avant de parler des espaces du travail, de l'inclusion et du lien entre les deux, par reprendre ce que tu venais de dire, qu'en effet, le mot est utilisé de plus en plus et un peu à toutes les sauces, au point que ça suscite parfois des réactions
énervé chez certaines personnes, les entreprises. Il y en a marre, ce mot-là, il est partout, ça devient une tarte à la crème, laissez-nous tranquilles avec ça. Et à la fois, c'est bon signe parce que ça veut dire qu'on l'utilise davantage. Et puis, à la fois, il faut revenir à la définition pour mettre tout le monde d'accord sur le fait que si, c'est toujours un sujet et il y a des bonnes raisons de continuer à en parler sans cesse. L'inclusion, la manière dont je la définis, c'est très simple. C'est la possibilité pour chacun, chacune, dans l'organisation, d'être pleinement elle-même et le plus performant possible. Et du coup, ça fait lien avec ce que tu disais sur les enjeux business. C'est que, évidemment, c'est une question de productivité aussi. C'est une question de chacun peut apporter sa pierre à l'édifice en étant le plus performant possible. Donc, il ne s'agit pas uniquement de bonté ou d'un sujet décoratif. Alors, ce mot, il monte, en témoignent les requêtes Google ou la manière de mesurer l'utilisation du mot avec les big data. On voit qu'il est absolument partout et il continuera d'être l'un des mots le plus important autour des sujets d'entreprise en 2022. Et je voulais vous donner 4 raisons très rapidement dans les quelques minutes que j'ai pour introduire ce sujet. 4 grandes raisons qui font que l'inclusion sera au cœur des espaces de travail. La première raison, je vais aller très vite dessus, c'est des changements culturels et des revendications féministes, antiracistes, qui questionnent des modèles de domination, qui sont ceux dont on a hérité, et puis des standards dominants, des codes culturels, des codes de langage. Et on voit que là aussi, ça infuse des sujets comme la langue, les mots qu'on utilise, le fait de féminiser ou pas, avec tous ces débats, par exemple, sur l'utilisation du mot « homme » pour désigner les humains. Alors Dora, tu n'as pas hésité à parler des hommes. C'est vrai qu'il y a des grands débats là-dessus, et certains qui disent non, en fait, ce n'est pas universel, parce que quand on utilise les hommes, la plupart des gens, quand on montre les études, imaginent des hommes masculin. Et l'homme standard générique, en fait, on a encore du chemin avant que ce soit vraiment un universel qui nous évoque spontanément aussi facilement des femmes que des hommes. Donc ça, c'est un exemple. Et bon, ce sont des grandes tendances depuis au moins 1968 qui font que voilà, ça continue de monter en puissance. Le deuxième grand sujet ou la deuxième raison, c'est l'accélération de la transition numérique. Alors vous allez me dire quel rapport avec l'inclusion? En fait, il y en a beaucoup. Ça a des conséquences très concrètes sur le travail et les besoins de travailleurs qu'on a. Parce que le modèle d'avant, le paradigme industriel autour de l'automobile, c'était l'économie de masse. Ça fonctionnait autour de la standardisation. Et les travailleurs, on avait besoin qu'ils sachent répliquer des processus, qu'ils sachent exécuter à l'identique des tâches. Et pour rendre les chaînes de production plus fiables, on avait besoin finalement, sans le dire, qu'ils soient un peu interchangeables. Et voilà, tout était construit autour de la standardisation, à la fois du travail, des travailleurs et des produits du travail. Et le modèle de l'économie numérique ou le paradigme de l'économie numérique, il est très différent. On a besoin de gens qui sachent apporter un service singulier, donc c'est de la personnalisation, c'est l'analyse des données pour itérer et améliorer les produits au quotidien. Donc c'est cette sensibilité aux données qui correspondent à la société, aux utilisateurs, aux clients, etc. Et c'est aussi la capacité à innover pour pouvoir, de manière agile, transformer, itérer les produits qui ne sont plus des produits standardisés. Donc bien sûr, le modèle standardisé existe encore, l'industrie existe encore, mais de plus en plus, on a des besoins qui sont différents et on a des tâches, des métiers, des personnes dans les services qui correspondent à d'autres logiques, et une logique qui est plus celle du paradigme numérique. Et là, l'inclusion fait tout son sens parce qu'on a besoin de cette diversité des gens qui reflètent en fait la société, les clients, les utilisateurs, etc. La troisième grande raison qui fait que l'inclusion va toujours être un sujet plus important dans les espaces de travail, c'est déjà dans le titre, c'est la pluralité des espaces de travail. On a mis espace de travail au pluriel et pas au singulier sur la slide de Dora. Alors, on parle là aujourd'hui essentiellement des bureaux, mais bien entendu, il ne faut pas oublier que les espaces de travail, il faut les coordonner, c'est aussi
les chantiers, les usines, les champs pour les personnes qui travaillent dans l'agriculture, les routes pour les personnes qui s'occupent de la logistique, les gens qui sont entre les espaces. Et puis, oui, les bureaux. Alors, les bureaux gardent une place comme ça très importante, mais on voit que s'ajoutent des espaces supplémentaires, les cafés, les espaces de coworking, les hôtels, et évidemment les espaces domestiques. Et la maison, je voudrais le rappeler avec quelques chiffres, c'est en réalité le premier espace de travail aujourd'hui en France. C'est l'espace numéro 1 de travail, avant les bureaux. Parce que, bien entendu, on a toute cette quantité de télétravail qui augmente, les artisans, les commerçants, etc., qui parfois ont aussi une part de leur travail qui est fait dans l'espace domestique. Et puis, tous les travailleurs et travailleuses domestiques, nounous, femmes de ménage, infirmières qui viennent délivrer des soins au domicile des patients, les auxiliaires de vie, qui va être en augmentation croissante, notamment à cause du vieillissement de la population. Donc, la maison, c'est l'espace principal. Et du coup, quand on pense le bureau, pour revenir au bureau, parce que c'est quand même notre sujet principal aujourd'hui, en fait, c'est un parmi d'autres, et il faut qu'il soit pensé comme un parmi d'autres, c'est-à-dire coordonné avec d'autres espaces. Et c'est beaucoup plus complexe, mais c'est aussi riche d'opportunités très intéressantes pour l'inclusion, parce que ça permet d'avoir, par exemple, comme aujourd'hui, moi je suis en Allemagne, Christelle est au Canada, voilà, Frédéric est peut-être à Paris, je ne sais pas, ou ailleurs en France. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a déjà une inclusion possible grâce à un espace qui est virtuel et qui est l'espace par défaut. Le bureau virtuel, c'est celui qui nous rassemble, même quand on est dans un bureau physique. Alors, c'est plein d'opportunités géniales, mais c'est plein de risques. Et c'est ça, dans la troisième raison que je voulais soulever très rapidement, c'est qu'il y a une fragmentation et que derrière la fragmentation et l'hybridation des espaces, il y a des risques de creuser des inégalités. Parce qu'on n'est pas égaux face au logement, par exemple, mais aussi parce que entre les femmes et les hommes, c'est pas les mêmes pourcentages qui vont demander plus de télétravail. Comme par hasard, c'est les mères de jeunes enfants qui vont avoir tendance à demander davantage de télétravail. Et si on les stigmatise pour cette raison, comme on a longtemps stigmatisé les personnes qui travaillent à temps partiel, en les supposant moins engagées et moins investies au travail, bien, le risque, c'est de creuser ces inégalités avec un bureau qui serait plus masculin, dans lesquels les jeux politiques et la proximité du pouvoir favoriseraient un peu toujours les mêmes, tandis qu'il y aurait une deuxième catégorie plus à distance et réputée moins investie et plus loin des yeux, loin du cœur. Donc ça, c'est un énorme sujet. Le même se pose sur les jeunes et les vieux, avec cette idée que le bureau intéresse davantage les jeunes qui sont en recherche de créer des liens, parce qu'ils sont plus seuls, parce qu'ils n'ont pas encore de famille, parce qu'ils n'ont pas encore de réseau professionnel aussi bien constitué que des personnes de plus de 40 ans, par exemple, qui donc vont aller beaucoup au bureau, tandis que les quarantenaires, qui sont ceux qui sont dans les postes où il y a un peu plus déjà de pouvoir, d'expérience, d'expertise, etc., vont être un peu plus à distance. Et si ça se produit, c'est le lien intergénérationnel qui est menacé. Et on peut faire, on peut multiplier les exemples. Il y a plein de sujets que Dora a évoqués sur des personnes en situation de handicap, sur des personnes LGBTQ. Alors, il y avait une étude qui montrait que pendant la pandémie, elles se sentaient moins incluses dans le contexte du télétravail forcé. Donc ça, c'est un sujet intéressant. Pourquoi, comment, il y a des vraies questions à se poser. Donc on ne va pas cesser d'en parler et se poser cette question à tous les niveaux du design, de la coordination des espaces, c'est absolument essentiel. Et puis la quatrième et dernière raison, c'est la crise de recrutement qu'on est en train de vivre, ce que les Américains appellent la grande démission, qui touche plein de secteurs et qui montre que, voilà, on vit un chamboulement énorme. 5 millions d'Américains uniquement au mois de septembre qui ont quitté leur emploi, qui en ont pris un autre. En Europe aussi, on sent que ça frémit fortement et que selon les secteurs, il y a des mobilités plus ou moins importantes. En tout cas, presque toutes les organisations sont confrontées à des difficultés importantes de recrutement. Et du coup, derrière le mot d'inclusion, il y a cette double question qui est comment on élargit les viviers de recrutement, aller chercher des personnes qui ne travaillent pas assez ou sont pas accessibles, qu'on n'arrive pas à recruter, mais si on arrivait à débloquer ces viviers, on a des opportunités extraordinaires en tant que recruteur. Et puis la deuxième question, c'est comment on fidélise celles qu'on a déjà.
Et parfois, c'est améliorer effectivement leur capacité à être pleinement eux-mêmes et performants au travail, donc le sujet de l'inclusion. Trois éléments autour de cette 4e raison. La première, c'est on a vraiment des progrès à faire en matière d'agisme, par exemple. Donc Dora parlait aussi de la question de l'âge. Alors, en France, l'emploi des personnes de plus de 55 ans est beaucoup plus faible que la moyenne de l'OCDE. Donc, la question de l'agisme frappe plus fortement les Français que les autres nationalités, par exemple les Allemands. Donc, le chômage de longue durée des personnes de plus de 55 ans, il est très fort. Il y a un taux d'emploi qui est plus faible. Mais aussi les jeunes. C'est-à-dire que, pareil, on est plus mauvais que la moyenne de l'OCDE sur l'emploi des jeunes en France. Donc, en gros, en France, il faut avoir entre 27 et 32 ans, et de préférence ne pas être une femme parce qu'on risque d'avoir un enfant. Enfin bref, si on montre que voilà, le vivier principal, il est très réduit, quoi. Donc il y a vraiment il y a moyen de faire beaucoup mieux. Sur le sexisme, c'est pareil, question homme-femme, on voit que les femmes sont largement sous-employées, il y a du temps partiel subi, il y a des tas de femmes qui sont dans des postes en dessous de ce qu'elles voudraient faire, en dessous de leur potentiel, de leur capacité, elles sont moins promues, etc. Donc là, il y a un vivier énorme qui pourrait être débloqué, et il faut le voir sous cet angle-là, et pas seulement sous l'angle des femmes qui se sentent discriminées. Et puis pareil, sur handicap, personnes racisées, la question de la mobilité géographique, voilà, il y a énormément de choses qu'on pourrait faire beaucoup mieux, beaucoup de gens qu'on pourrait mieux inclure, et des opportunités extraordinaires derrière cette question-là. Et les espaces, du coup, je l'ai déjà un peu évoqué, c'est une très très bonne manière de commencer. Je ne sais pas si j'ai encore 2-3 minutes pour conclure sur ce sujet-là, mais on est beaucoup mieux outillés intellectuellement, scientifiquement, pour appréhender cette question des espaces de manière intelligente. Alors, Dora l'a déjà fait avec des exemples très concrets qui montrent bien qu'on peut tout à fait le comprendre intuitivement, qu'il y a des choses dans les espaces de travail qui sont des leviers pour l'inclusion. Mais derrière, je vais vous donner peut-être deux ouvrages qui, moi, m'ont beaucoup marqué ces dernières années pour mieux comprendre comment les sciences humaines, la data science, etc., peut nous aider à aller plus loin. Sur la question des espaces urbains, par exemple, qui est une bonne comparaison qu'on peut faire avec le bureau, on a fait énormément de progrès parce que depuis pas mal d'années, il y a des intellectuels qui ont montré, alors des intellectuels notamment des féministes, qui ont montré que les espaces ne sont pas neutres, qu'ils sont conçus avec un standard historique, avec un design par défaut qui adresse des populations cibles qui sont en général des hommes et des hommes blancs et des hommes valides. Et que voilà, et du coup la diversification à la fois des personnes qui conçoivent ces espaces, mais aussi l'étude des données pour savoir qui les utilise et comment on les utilise, c'est une idée qui s'impose beaucoup dans les politiques publiques, avec cette idée d'appliquer le prisme du genre au budget qu'on alloue à la création d'espaces. Par exemple, les espaces sportifs. Quand vous créez un stade, vous voyez qu'en fait, ce sont 90% en général d'hommes qui les utilisent. Comment est-ce qu'on peut faire peut-être pour que ces espaces soient mieux utilisés par des femmes, et comment est-ce qu'on pourrait créer d'autres espaces qui seraient plus utilisés par les femmes? Là, il y a des questions qui sont, enfin voilà, qui touchent à la conception et à l'étude des utilisateurs et des utilisatrices. La question des transports en commun, c'est une question très évidente aussi. Le standard de transport en commun, c'est pas la mère célibataire avec une poussette qui amène son enfant chez une nounou à proximité. Et du coup, quand les poussettes ne peuvent pas circuler dans les transports en commun, on voit que ce sont aussi les fauteuils roulants qui ne peuvent pas circuler dans les transports en commun dans une ville comme Paris, qui est très très à la traîne sur ce sujet-là. Les poussettes sont vraiment pas c'est pas facile de circuler avec une poussette, voilà. Donc ça, c'est un exemple, voilà, très concret qui permet de visualiser ce sujet-là. Donc l'un des ouvrages que je voulais mentionner et vous recommander, c'est celui d'une Canadienne qui s'appelle Leslie Kern, qui a écrit l'ouvrage Feminist City, et elle applique, voilà, les
les enseignements de sa formation de géographe et de géographe féministe sur la manière dont on pense les espaces. Je trouve que c'est une très bonne introduction sur ce sujet-là, avec quelque chose de très grand angle, parce qu'elle fait des comparaisons de ville à ville, et c'est passionnant. Un deuxième ouvrage qui m'a marqué énormément en 2018, c'est une Britannique, Caroline Criado-Perez, qui a écrit le livre Invisible Women. C'est un livre indispensable qui montre comment les équipements, les produits, les outils, les protections et surtout le domaine médical, c'est-à-dire les médicaments, les traitements, etc., ont été très très souvent conçus et testés sur des hommes et pas des femmes. Dans le domaine médical, par exemple, il y a des tas de molécules et de médicaments et de traitements qui n'ont été testés que sur des cobayes masculins, au prétexte que intégrer des cobayes féminins, c'est trop compliqué parce qu'il y a des variations hormonales. La conséquence, c'est que ces traitements et ces médicaments fonctionnent mieux sur des hommes que sur des femmes, et il y a des écarts absolument colossaux, notamment sur les antidépresseurs qui fonctionnent beaucoup moins bien sur les femmes que sur les hommes. Mais c'est pareil sur les diagnostics, etc. C'est-à-dire qu'on diagnostique mieux les crises cardiaques chez les hommes que chez les femmes. Enfin, en gros, très concrètement, ça veut dire qu'il y a plus de femmes qui en meurent ou qui sont dépressives et pas traitées, etc. Donc, ça montre aussi le sujet à quel point il est en fait extrêmement important et pas du tout anecdotique. Et Invisible Women, c'est vraiment un must-read dans le domaine parce que c'est très documenté. Il y a énormément de chiffres et de données très concrètes et d'exemples qui sont très parlants. Dernier exemple assez marrant, c'est sur les smartphones. Les smartphones Apple, les premiers smartphones, génial, plein d'outils. Ils ont mis un podomètre vachement vite. Très rapidement, il y avait l'application podomètre pour compter ses pas. Mais il a fallu attendre des années pour qu'il y ait une application sur les règles. Parce que c'est uniquement la moitié des femmes qui sont concernées, donc la moitié des humains, pardon, qui sont concernés, pas la moitié d'ailleurs, puisque la moitié sont post-ménopause, la moitié des femmes, mais voilà, tous ces sujets-là qui concernent des millions et des millions et des millions d'utilisateurs, ils n'y ont juste pas pensé du tout, parce que les concepteurs, ingénieurs, hommes, etc., c'est pas forcément de la mauvaise volonté, mais ils n'ont pas du tout pensé à inclure des applications qui ciblent des besoins qui sont des besoins d'une partie de la population qui ne représentait pas. Donc voilà, ma conclusion, c'est ça. Les espaces ne sont pas neutres et il y a un levier extraordinaire et à la fois un laboratoire d'expérimentation dont je crois que Christelle va nous parler de manière encore beaucoup plus poussée sur le sujet du design. En tout cas, merci Laetitia. En tout cas, ce qui est aussi intéressant, c'est que, bon, vous l'avez vu, aujourd'hui, c'est pas trop un webinaire paritaire, hein. On est exclusivement quand même des femmes à l'écran. Et en tout cas, ce qui est intéressant, en tout cas dans l'approche par rapport au téléphone et aux espaces, ça veut dire que en tant que femme, regarder aussi les espaces de travail, il faut qu'on se, comment on dit, reféminise, c'est-à-dire qu'on se voit comme des femmes et pas comme des individus en général, parce que finalement, on a oublié, même nous, ça nous paraît normal, en fait, on y pense même pas, en fait, quand tu parles du téléphone qui a été peut-être conçu pour les hommes, le podomètre, mais on voit même pas, ça nous gêne même pas, en fait, et je pense que c'est finalement ce regard-là qu'il faut avoir dans pour toutes les diversités et réussir à se mettre finalement profondément à la place aussi de l'autre pour mieux réfléchir et repenser. On oublie de penser un peu parfois. Voilà, je laisse la parole, excusez-moi. C'est à Dora, je te laisse présenter Christelle. Christelle, notre experte en design inclusif. Donc, ça fait déjà maintenant plusieurs années que tu as monté ton propre cabinet en design inclusif. Donc, tu vas pouvoir nous donner déjà une définition concrète, qu'on comprenne un peu mieux ton travail au quotidien. Et puis, clairement, tu adresses des cas très concrets auprès de tes clients qui te sollicitent. Et on a envie de savoir sur quoi, comment et qu'est-ce que tu peux nous en dire avec ton regard d'experte sur le sujet. Bon matin. Là, je suis vraiment désolée. Comme Laetitia l'a dit, on est partout dans le monde. Donc, moi, présentement, il est 4h15 du matin. Donc, on est vraiment inclusif là, dans cette présentation aujourd'hui. Est-ce qu'on peut remettre le PowerPoint, l'image? Alors, je vais essayer de faire ça. S'il vous plaît. Oui, oui.
Puis même là, dans l'inclusion, là, on a aussi le langage. Là, c'est vrai que moi, ce matin, j'ai peut-être mon accent québécois bien, bien réveillé. Ça nous fait Ça fait voyager, du bien. Christelle. C'est Ça bien, nous fait c'est du bien, Christelle. Ben, si vous me comprenez pas, là, écrivez-moi là, puis je vais essayer de trouver d'autres mots là, pour le verbaliser. Ça va me faire plaisir. Comme Laetitia l'a mentionné, j'ai une petite voix rauque, excusez. Comme Laetitia l'a mentionné, là, il y a beaucoup, beaucoup de définitions qui parcourent le monde là, concernant l'inclusion. Puis moi, je viens d'en apporter une nouvelle, ben, pas une nouvelle, une différente de celle de Laetitia, mais qui va dans le même sens. Moi, je m'appuie beaucoup sur le Universal Design, qu'on connaît plus en anglais, qui se traduit par accessibilité universelle en français, mais qui me rejoint moins dans sa définition. Tandis que la définition en anglais, c'est que j'ai traduit là, c'est une conception qui est utilisable par tous. Moi, c'est le concept qui est utilisable. Il n'est pas juste accessible, il est utilisable par tous, ce qui favorise grandement la participation sociale. Qui est utilisable par tous dans la mesure du possible, sans nécessité d'adaptation ou de conception spécialisée. Fait que c'est vraiment vers ça qu'on veut s'orienter, parce que moi, je suis plus orientée design d'espace, design d'environnement urbain, architecture, module de jeu, aire de jeu. Donc, c'est vraiment de la conception d'espace qu'on parle d'ici, mais qui peut s'appliquer aussi dans d'autres concepts. Par tous, on considère vraiment tout le monde. Tu sais, souvent, on dit c'est accessible pour tout le monde, mais clairement, tu arrives à la porte du bâtiment, puis il y a déjà une marche, fait qu'on s'entend que ce ne l'est pas. Tu peux le laisser encore à l'autre, je ne suis pas rendue là. Je repars en arrière, très bien. Il n'y a pas de trouble. Tu sais, c'est vraiment peu importe tes capacités, peu importe tes compétences, peu importe tes préférences, peu importe ta taille, ta grandeur, ta couleur, la langue que tu parles, c'est vraiment d'avoir une petite notion de OK, comment je peux m'ajuster pour cette panoplie, cette diversité de personnes. Parce que souvent, on met le monde dans des petites cases. OK, voici les personnes handicapées. Voici les personnes de couleur. Voici les personnes. Puis dans le fond, là, si on se regarde là, tous, on est tous différents. On a tous des particularités différentes qui vont devoir être ajustées ou qu'on va devoir s'ajuster dans l'environnement. Qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, peu importe. Tantôt, Laetitia aussi, elle l'a nommé, puis Dora aussi, elle l'a nommé. Là. Il y a autant les LGBTQ que la maman avec une poussette qui va arriver dans un nouvel environnement puis qu'elle va être prise. Un transporteur, c'est dans les mêmes styles que la maman avec la poussette. Là. Il transporte quelque chose, comment il fait pour se rendre du point A au point B. Les personnes âgées, est-ce qu'elles sont capables de marcher sur une longue distance? Est-ce qu'ils sont capables d'être debout longtemps? La personne en fauteuil roulant, est-ce qu'elle a assez de place pour circuler? Est-ce qu'elle a assez de place pour être à son bureau? Est-ce qu'elle a assez de place pour aller à la salle de bain? Et les personnes de petite taille également. Tu sais, on a vraiment une grande diversité. C'est sûr que d'un point de vue employeur, ça fait un peu peur, là. On fait « Oh mon Dieu, mais comment je vais faire pour m'adapter à cette diversité? » On va le voir un peu plus tard. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il y a une statistique qui est sortie que 100% des gens vont un jour être en situation de handicap de manière permanente ou temporaire. Donc là, on ne parle pas de 10%, on ne parle pas de 15%, on ne parle pas d'un petit ratio. C'est 100% des gens qu'on voit, là, si on se regarde tous, 100% on va l'être un jour dans notre vie. Que ce soit qu'on a eu un accident de vélo, on est tombé, puis là, tout d'un coup, on est en béquille. Oups, on vieillit, parce que veut pas, on vieillit tous, puis on va avoir des difficultés. Donc, c'est toute ta clientèle, tous tes employés qui risquent d'être touchés. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus important de faire, OK, je vais faire un environnement qui va être inclusif dès le départ, qui va pouvoir s'adapter et non l'inverse. De devoir s'adapter par après, c'est là que ça coûte cher. Attends,
un petit peu. On retrouve dans la vie de tous les jours là, une panoplie d'objets qui avaient été à la base conçus pour des personnes qui ont des incapacités, que maintenant, c'est rendu un day-to-day pour nous. Je vais vous donner un exemple super simple. Quand on va au centre d'achat, au centre commercial, je ne sais pas si j'utilise le bon terme pour vous, là, souvent, on a la porte qu'on peut tirer par nous-mêmes, puis on rentre, puis on va faire nos achats. Puis on revient avec nos gros sacs, puis on va repasser. Mais il y a aussi les portes coulissantes, que finalement, tout le monde passe par là parce que c'est bien plus simple pour la maman avec la poussette, pour toi qui as tes commissions, tes mains bien remplies, qui n'est pas capable d'ouvrir la porte. C'est des conceptions qui étaient à la base conçues pour régler un problème, un besoin, puis que maintenant, monsieur, madame, tout le monde utilise sans s'en rendre compte que finalement, c'était comme une adaptation au départ qui est maintenant rendue visuelle. Il y a aussi les GPS. Maintenant, qui se passerait d'un GPS? Personne maintenant sort sa carte sur l'autoroute pour faire « voyons où c'est que je suis rendu ». Maintenant, on va faire, là, je ne le dirai pas trop fort, sinon mon téléphone va s'activer, là, mais sinon, on va faire « OK, Google, amenez-moi ». Et puis là, soit qu'ils veulent me le montrer, soit qu'ils veulent me le montrer puis me le dire, ou soit qu'ils vont me le dire. Je peux avoir l'option, je peux choisir comment que je veux qu'ils me donnent l'information selon mes besoins et mes préférences à moi. Alors, on peut aller à l'autre image. Ah, j'ai mal cliqué. Wow. Cette image-là, on la voit souvent. On voit souvent les deux premières images ensemble, l'égalité puis l'équité. C'est une image qui parle beaucoup puis qui l'aide souvent à comprendre comment que ça fonctionne aussi, l'inclusion. Au départ, ce qu'on veut souvent, c'est donner toute la même affaire à tout le monde. Comme ça, on se dit, il n'y aura pas de chicane, puis tout le monde va avoir la même affaire. Mais finalement, on se rend compte qu'en donnant la même affaire à tout le monde, c'est pas à tout le monde que finalement, ça fonctionne. Fait que là, on va faire, on va apporter des ajustements. Fait que là, c'est là qu'on vient mettre un petit banc plus haut pour faire, OK, si je monte, si j'en donne un petit peu plus, là, cette personne-là va voir, comme dans le cas de l'image, va voir le match de baseball. Mais là, si on réfléchit, là, si on pense en amont, là, on avait une barrière qui était notre barrière, notre obstacle dans l'environnement. Là, on a voulu pallier à cet obstacle-là. Fait qu'à place d'enlever l'obstacle, on est venu comme pallier, là, venir faire de l'adaptation. Puis si au départ, on avait juste fait, ouais, mais c'est pas tout le monde qui va voir là, si on met une clôture. Puis si on met juste un grillage ou si on met rien, est-ce que ça peut fonctionner quand même? Ben oui, puis ça va fonctionner à tout le monde. Fait que des fois, c'est juste repenser l'environnement. Souvent, on focus beaucoup sur l'obstacle, mais est-ce qu'on peut le pallier à cet obstacle-là? Mais est-ce que des fois, c'est juste, on peut-tu juste le retirer, cet obstacle-là? Est-ce que ça pourrait fonctionner quand même? C'est peut-être une petite réflexion à avoir. On peut aller à l'autre exemple. Ça, c'est souvent les 4 modèles qu'on voit dans la conception d'environnement, puis dans la vie aussi de tous les jours. Dans le passé, on avait plus, encore aujourd'hui et dans certaines sphères aussi, on avait plus de l'exclusion. Donc, on avait là, si on parle, mettons, de caractéristiques de personnes handicapées, là, on avait les personnes sans incapacité, puis on avait retiré les personnes handicapées puis qui ne voulaient pas accéder ou qui ne pouvaient pas utiliser ou qui ne pouvaient pas participer à la vie sociale ou à la vie en général. Puis après ça, ce qu'on a fait, eux autres, là, on pourrait peut-être les mettre ensemble, puis nous, à côté. Là, c'est marqué séparation, mais moi, j'aime bien ségrégation. Dans le fond, on est là d'un bord, eux autres sont de l'autre bord, puis il n'y a pas de mixité encore. Après ça, on pourrait peut-être les intégrer parmi nous, mais encore dans leur bulle à eux. Fait que là, on les intègre, mais pas encore pleinement. Puis, l'inclusion, c'est vraiment, OK, tout le monde est ensemble, tout le monde a des caractéristiques, des personnalités, des compétences diverses, mais c'est ça qui fait la beauté de ce monde. Des fois, l'objectif, ultime, c'est vraiment l'inclusion. Mais des fois, là,
ces gens-là, ou peu importe, là, moi, toi ou les autres, on préfère avoir le choix. Fait que des fois, on va choisir par nous-mêmes de s'exclure. Parfois, on va vouloir par nous-mêmes se mettre en position de ségrégation. Ah ben moi, j'irais, là, mettons, dans un cours juste de maman avec de poussettes. Ou j'aimerais ça avoir un cours de peinture, mais juste pour les personnes autistes. Tu sais, des fois, c'est ça le choix que je préfère. Des fois, on va faire le choix de l'intégration. Fait que l'important, c'est d'avoir le choix. Est-ce que je peux choisir l'environnement qui, moi, me convient le mieux selon mes capacités, mes compétences, mes préférences? Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si ça vous fait peur. Je vous fais écrire dans les discussions votre point de vue. Là. Mais l'objectif, je crois, avec l'inclusion, c'est d'offrir du choix, d'offrir la diversité des possibilités, puis que c'est la personne qui va choisir l'option qui lui convient le mieux. Voilà. Dora, je te laisse reprendre la parole, mais en tout cas, Christelle, c'est très clair. Effectivement, ce petit schéma égalité, équité est très parlant. Et effectivement, encore une fois, quand c'est dit, on l'intègre un petit peu mieux et on prend conscience de à quel point on raisonne en séparant effectivement à la fois les populations, enfin voilà, les gens, mais même dans notre façon de concevoir. Donc, merci pour vraiment cet éclairage. Dora, je te laisse. Donc, Justement, j'ai envie de rebondir sur la hmm, question de Christelle. Pour, enfin, justement vous donner un autre éclairage. Vous avez entendu tout ça, c'est vrai que ça peut vous faire peur. Vous pouvez vous dire: «Je ne sais pas par quel bout commencer», pour arriver à mettre en place, cette logique d'inclusion. On vous a donné des petits exemples, mais c'est difficile peut-être de faire le switch, immédiatement. Donc j'ai peut-être envie de, commencer cette table ronde en donnant la parole directement à Frédérique Sauvageau, qui fait partie du groupe Orange, qui est directrice de l'environnement de travail. Donc et dans le concret, j'aurais peut-être envie de commencer, par ça pour vous, Frédérique, en termes de questions, pour justement faire la continuité de tout ce qui a pu se dire et donner cette visibilité à l'ensemble des participants qui sont concernés, hein, par ces transformations, spatiales. Est-ce que ça fait sens pour vous, dans le groupe, à travers ce que vous faites, de parler d'inclusion, d'espace de travail? Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pouvez vraiment faire, dans le groupe? Merci Nora. Alors, c'est sûr que dans la diversité, il y a la notion de l'acceptation. Ça, je pense que c'est un point qui est important. Il y a aussi ce sentiment d'appartenance. Et donc, on voit bien que, notamment dans la période qu'on est tous en train de vivre, on a vraiment un nouveau rapport au temps, au travail et à l'espace qui évolue. On voit bien qu'on a aussi 3 piliers qui sont l'organisation du travail, le collaborateur et donc l'expérience collaborateur et les espaces qui sont des piliers qui deviennent essentiels et en accélération. Et pour ça, ça doit être pour tous. On voit aussi que concernant les collaborateurs, et quels qu'ils soient, il y a un besoin de beaucoup plus de sens dans le travail, de confiance, d'autonomie, de qualité de vie et d'être connecté en même temps à sa communauté de travail et de service. Le lieu, vous l'avez tout dit de façon différente, c'est que finalement, c'est l'espace central et qui a une forte valeur sociale. Donc, c'est vraiment le lieu qui doit faire sens et qui doit répondre à cette attente précise. Et on est d'accord, tous les collaborateurs ont des attentes et on doit répondre à leurs attentes. Et le lieu, j'aurais envie de dire que c'est une ressource à utiliser alors au service des managers et au service du projet d'équipe. Ce que j'ai pu observer pendant cette période, c'est que certains collaborateurs qui sont notamment considérés comme étant des profils neuroatypiques ont pu apporter des preuves finalement de leur qualité de travail et de leur performance au travail qui a été perçue complètement différemment de la part de leur manager parce que justement, ils avaient cette possibilité
certes forcés, puisqu'on était aussi confinés, de travailler à distance, mais pour eux, ça a été aussi l'opportunité de faire baisser leur charge mentale, de se révéler autrement dans le cadre souhaité aussi par l'entreprise et dans la performance qui était attendue d'eux, et notamment parce que une de leurs difficultés, parmi d'autres, c'est l'interaction, c'est le lien avec les autres et c'est la communication. Alors très souvent, c'est presque invisible parce que, j'oserais dire malheureusement, pour être entre guillemets dans les normes et dans les codes de l'entreprise, ils sont en permanente adaptation. Mais en même temps, c'est une énorme fatigue pour eux qu'on ne perçoit pas toujours. Et je pense que les espaces peuvent vraiment apporter quelque chose. On parle souvent de proximie, hein, et donc l'espace, il agit aussi sur notre mode d'interaction et sur la façon dont on va pouvoir le percevoir, le ressentir, et en fonction de la façon dont on va l'imaginer, finalement, il va être inclusif ou il ne le sera pas. Donc oui, bien sûr, ça fait sens de parler d'inclusion dans les espaces de travail. Christelle et Laetitia, est-ce que vous voulez prendre la parole sur cette question? Vous en avez déjà un petit peu parlé dans vos présentations. Est-ce que vous voulez rebondir sur des exemples parlants peut-être de design inclusif qui complètent votre discours? Christelle, vous voulez y aller en premier? Ça me dérange pas, vous pouvez y aller. D'accord. Ce que disait Frédéric sur les neuroatypiques est très intéressant et très juste. Il y a une chose très concrète qui est la question du son, de l'acoustique. Et c'est vrai que les espaces qui sont très bruyants, tous, alors comme le disait Christelle, en fait, quand on vieillit, finalement, on se retrouve confronté à des choses qui étaient peut-être plus minoritaires avant. Mais par exemple, la question du son, on devient toujours plus sensible, plus fatigué quand ça résonne beaucoup, quand il y a beaucoup de bruit. Et finalement, en vieillissant, on partage les problématiques des personnes qui sont soit autistes, soit simplement des personnalités introverties, ou des gens qui sont misophones, qui sont très sensibles, au bruit. Et du coup, par défaut, le fait d'avoir des environnements qui ont intégré une très bonne insonorisation, alors ça peut être des moquettes, ça peut être tout un tas de choses, mais qui ont intégré cette dimension-là par rapport au public cible le plus exigeant en la matière, ou le plus sensible, on va dire. Mais du coup, en fait, ça satisfait tout le monde. Il n'y a personne qui dit « Oh, j'aime pas ce lieu, il n'y a pas assez de bruit ». Donc en général, du coup, le critère le plus exigeant, c'est celui-là. Par défaut, on imagine un environnement sonore qui est adapté aux personnes qui seraient les plus exigeantes en la matière. Et ça, je pense que c'est c'est probablement ce que Christelle appelle l'accès universel, quoi. C'est vraiment ça. C'est très bien illustré sur la petite image. Voilà, c'est exactement ça. Mais il y a un autre exemple peut-être qui est moins lié, pas seulement lié au mobilier, mais c'est tout ce qu'on donne à voir et ce qu'il reflète de l'histoire et des gens. Et ça, c'est un sujet qui concerne la décoration, les personnes mises en avant. Enfin, l'espace, c'est aussi, et ça le devient de plus en plus, un peu le musée de l'entreprise, celui où on va aller voir les artefacts qui reflètent l'histoire, etc. Et ça reste un sujet important. Alors, c'est pas le seul, hein, la culture ne se retrouve pas uniquement dans l'espace, pas du tout, mais elle s'y trouve aussi. Et du coup, la fonction musée des espaces est d'autant plus importante qu'on est dans un contexte de plus en plus hybride. Et du coup, quand on y va, on nous donne à voir des choses de l'histoire. Alors, tout simplement, ça peut être dans certaines entreprises des portraits de personnes qui ont joué un rôle. Ça peut être l'imaginaire de fiction auquel on se réfère pour designer l'espace. Je vais vous donner un exemple. C'est que moi, j'ai travaillé dans une entreprise américaine technologique très avec une bro culture très marquée. Donc, c'était vraiment très masculin. Beaucoup d'ingénieurs, de développeurs, etc. Et tout l'univers, c'était l'univers Seigneur des Anneaux et Star Wars. Donc, il y avait Seigneur des Anneaux et de Star Wars. Donc, toutes les salles avaient des noms liés à l'univers de fiction de Star Wars et de Seigneur des Anneaux. Alors, bien sûr, il y a des tas de femmes qui aiment Star Wars et Seigneur des Anneaux. Je ne dis pas qu'on ne peut pas ne pas aimer la science-fiction. J'adore la science-fiction, mais il se trouve que ces deux univers-là sont déjà des univers très masculins en termes de personnages, d'histoire, etc.
Et du coup, c'est quand même assez excluant. On peut très bien, dans sa vie privée, apprécier de regarder des films, mais quand on est accueilli dans un espace où déjà, il n'y a que des hommes, et en plus, l'univers que nous renvoient les objets, la décoration est extrêmement masculin, bah, moi, ça m'a fait un effet, je ne me suis pas sentie bien accueillie, quoi. Donc, voilà, ces deux exemples sur qui on donne à voir, à quel univers on se réfère, parce que quand on personnalise un lieu et qu'on lui donne voilà, une identité très forte, bah, cette identité-là, elle est pas forcément neutre. Et là, il y a des leviers d'action pour rendre un lieu plus accueillant à des gens différents, quoi. J'ai envie de rebondir rapidement sur ton exemple, Laetitia, parce que justement, puisqu'on a Frédéric avec nous, quand on arrive dans un accueil chez Orange, et une volonté d'attirer une diversité culturelle, on la sent dès l'accueil, soit par des mots qui sont écrits dans différentes langues, soit par des portraits avec vraiment toutes les couleurs, on va dire les origines qui sont représentées. Moi, pour me déplacer, m'être déplacée beaucoup en tant que consultante, clairement, tous les halls d'accueil ne sont pas comme celui-ci. Et pour beaucoup de secteurs qui vont être des secteurs peut-être plus d'ingénierie, on a souvent une galerie de portraits, effectivement, d'hommes blancs de 40 ans. Et on peut s'imaginer un candidat au recrutement qui attend dans ce hall d'accueil, ce qu'il va penser, ou le stress qui va monter potentiellement si c'est une femme noire de 25 ans, par exemple. Voilà, c'est ces petites questions que j'ai pu voir moi aussi de mon propre avec mon propre regard qui complète le propos de Laetitia. Peut-être Christelle, tu voulais peut-être enchaîner sur quelque chose? Ben, moi aussi, là, je voulais juste rebondir sur ce que Frédéric et Laetitia ont soulevé. C'est que, dans le fond, là, des conceptions peuvent s'adapter à tous. Donc, comme Laetitia mentionnait, là, quand une personne neuroatypique va avoir besoin d'un environnement sonore plus calme, mais ça peut être monsieur, madame, tout le monde également. Je prends par exemple là, un espace de bureau ouvert où que tout le monde, on s'entend parler, où que le bruit est fort, mais que là, moi, mettons, j'ai besoin de faire un appel important, confidentiel, j'ai besoin de me retirer dans ce genre d'espace-là où que je vais pouvoir être isolée, loin des autres. Donc, cet environnement-là, souvent, on le pense qu'il va servir juste à des personnes qui ont des incapacités, mais finalement, c'est tout le monde qui va en bénéficier de ces espaces-là. Parce que c'est justement, nos besoins sont différents, puis c'est pas parce que j'aime ça travailler toujours dans un environnement ouvert qu'un matin, j'aurais pas envie de me retirer tranquille et d'avoir aussi accès à cet espace-là. C'est vraiment important de comprendre que ces espaces-là, c'est pour tout le monde, puis que tout le monde va en bénéficier d'une manière ou d'une autre et à un moment ou un autre selon son désir. Voilà. Et comment concrètement on peut faire pour ne pas non plus tomber alors soit dans trop de modifications, trop de transformations globales de l'entreprise. Hein, chez Christelle, des fois, tu m'as soulevé des petits points, des petites pistes que l'on peut donner à nos participants aujourd'hui, ou comment faire pour pas tomber non plus dans des aménagements trop anecdotiques qui parfois vont venir aussi stigmatiser. Hein. Je pense parfois au fait d'attribuer des positions à des personnes en situation de handicap dans un cadre de flex office. Enfin, Frédéric, vous m'en avez aussi parlé. Voilà, est-ce que vous pouvez rebondir peut-être, Frédéric, aussi ce que vous faites en ce moment à Orange dans cette logique de design inclusif? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui. Alors, je dirais que jusqu'à maintenant, c'est vrai que chez Orange et dans d'autres groupes, bien sûr, hein, petites ou grandes entreprises, en tout cas chez nous, la prise en compte de tout type d'handicap est accompagnée avec des collaborateurs qui sont dédiés pour accompagner ces situations. Et donc, jusqu'à maintenant, c'était une adaptation individuelle avec éventuellement un poste de travail adapté, quel que soit si c'était un handicap visuel, plutôt auditif ou à mobilité réduite, par exemple. Ça, c'est le cas qui existe toujours. C'est vrai que maintenant, on est quand même dans une réflexion où on offre
On a une offre qui se diversifie avec notamment multi-choix d'espace, donc à domicile, dans des espaces de corpo-working interne Orange et bien sûr sur ce lieu de travail. Et à l'intérieur même de l'espace du site d'appartenance, on est beaucoup plus dans une réflexion de flexibilité, de multi-choix de solutions adaptées à l'usage du moment. Donc c'est vrai que moi, ma réflexion, c'est de se dire que répondre à la situation adaptée du poste de travail d'une personne en situation de handicap par une spécificité individuelle qui, quelque part, la fixe à un lieu donné, c'est déjà bien, mais ça ne va pas être suffisant dans les années à venir parce que si vraiment le mode de travail devient de plus en plus mobile, flexible, finalement, je crois que c'est Laetitia qui l'a dit tout à l'heure, quelque part, on va stigmatiser là où jusqu'à maintenant on accompagnait, entre guillemets, plutôt bien. Alors, il s'avère que, comme beaucoup de groupes aussi, nous, on a beaucoup de mètres carrés et on a bien évidemment toujours la difficulté liée à la nuisance sonore qui est remontée, qui s'accentue bien évidemment, surtout du fait que beaucoup ont pu travailler à leur domicile, donc parfois dans des ambiances plus calmes, hein, parce que le bruit et finalement la gêne de la nuisance sonore peut être différente d'une personne à l'autre et finalement, par exemple, le bruit de ses enfants à proximité, ça fait partie, entre guillemets, d'une habitude sonore ou d'une acceptation sonore qui finalement ne va pas nous déranger, alors que la voix, même pas très importante, de notre voisin en espace ouvert va prendre des proportions beaucoup plus importantes. Donc, en fait, on était déjà dans une réflexion de pousser l'environnement qu'on appelle dynamique chez nous, c'est-à-dire cette possibilité de choisir sa position de travail en fonction de son activité et un instant T de la journée, autour de la réflexion du parcours acoustique. Parce que finalement, jusqu'à maintenant, on était dans une conception de l'aménagement et de l'acoustique sous un volet technique. Et donc, ce que l'on pousse, c'est vraiment une prise en compte très en amont des problématiques et des perceptions d'usage sonore. L'idée, c'est que chacun puisse avoir la contrabilité et la privacité de son espace, c'est-à-dire que on a la sphère collective avec, par exemple, les espaces collaboratifs, tout ce qui est autour de la communication, du dynamique, et on a aussi des besoins de sphère privée qui vont être beaucoup plus la concentration, le silence et le contrôle de l'espace. Et au milieu, c'est là où se situe la zone de bruit qui peut être intéressante parce que le bruit que ça procure, c'est peut-être aussi de la communication et de l'information pour les uns et les autres, mais ça peut être aussi une source désagréable dans ce sonore. Donc, il faut prendre en fait la spécificité des occupants et donc, quelque part, c'est s'intéresser à ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Et c'est pour ça que pour moi, le facteur et la dimension psychoacoustique a vraiment une influence dans la perception et la gêne sonore et doit être beaucoup mieux prise en compte dans la conception des espaces. Alors là, sur le slide qui vous est projeté, en fait, c'est l'idée d'avoir comme trois grandes typologies de zones sonores. Donc, c'est les espaces plus confidentiels. Donc là, on va y retrouver les espaces pour se réunir, pour téléphoner, par exemple, pour ne pas être dérangé. C'est les espaces plus apaisés, silencieux. Alors, ça peut être les espaces en espace ouvert, hein, parce qu'on le sait tous, en espace ouvert, il y a aussi des bons comportements à adopter en fonction de la fonctionnalité de l'espace. Et puis après, il y a les espaces plus vivants. Donc, c'est vraiment les espaces où finalement la dynamique sonore est intéressante et utile puisque c'est les espaces plutôt où on va pouvoir être plus créatif, où on va pouvoir avoir des moments conviviaux, etc. Donc, cette réflexion, c'est autour des tâches et des activités, du contexte et de l'attitude, du sentiment de contrôle qu'on peut avoir et de la personnalité et de l'humeur. Et on sait bien qu'au cours d'une même journée, ça peut évoluer. Je pense que cette réflexion autour du parcours sonore, elle peut vraiment être intéressante justement dans cette réflexion autour de l'inclusion, parce que finalement, elle s'adresse à tous.
de façon universelle, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, et pas finalement dans une adaptation en fonction de son profil. C'est aussi laisser le choix, notamment par exemple, si je reprends l'exemple d'un profil plutôt neuroatypique, à un moment donné, il y a besoin de rebaisser cette charge mentale. Il y a besoin de se recentrer sur soi. Mais ça, c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous. On a aussi des moments où ce besoin de se recentrer sur soi-même pour ensuite être finalement plus performant ou mieux en communication avec les autres fait partie de notre quotidien de travail. Donc là, bien sûr, ça ne va pas résoudre à tous les profils, ça ne va pas répondre à tous les profils, mais ça peut déjà être une approche qui peut permettre d'être beaucoup plus inclusive, surtout que je vais le rappeler, bon nombre de DRH nous disaient il y a quelques années, j'aimerais bien engager des jeunes en situation de handicap ou des moins jeunes, mais finalement, il manque de diplômes. Oui, sauf que quand même, beaucoup de familles se sont battues pour que, notamment les jeunes 10, des jeunes aussi qu'on appelait jusqu'à maintenant autisme Asperger ou autres différences, ne soient pas reclus de l'école et ne soient pas exclus, en fait, parce que par un parcours complètement adapté, pour le coup personnalisé, on voit bien qu'il y a beaucoup de preuves de ces profils qui maintenant peuvent aller plus loin. Les universités et les écoles ont aussi compris que finalement, il y avait peut-être des façons aussi de les accompagner. Alors, c'est une tripartite, hein, parents, enfants, professionnels, à la fois médicaux et enseignants. Il y a des jeunes qui sortent maintenant de l'université avec toutes ces différences, et même s'ils ont réussi à compenser d'un point de vue intellectuel, bien évidemment, dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui restera, qui fera leur richesse au milieu des autres, mais il faut aussi changer nos regards et accepter cette différence. Donc là aussi, l'espace et l'entreprise a un rôle à jouer si on veut que ces salariés-là puissent aussi avoir de bonnes conditions de travail et on voit bien que l'atout de la santé, de la prise en compte du care, hein, de l'humain dans sa globalité, à la fois psychique, physique et sécuritaire, est un des enjeux de l'entreprise. Et l'espace peut apporter certaines réponses. Alors, un petit mot, et après, bien sûr, je laisserai réagir mes autres collègues, c'est se dire que jusqu'à maintenant, dans la multiplicité des choix de solutions d'aménagement, bien évidemment, il y avait des postures hautes, des postures plus basses, il y avait des canapés, il y avait des banquettes, il y avait des sièges enveloppants, il y avait des postes de travail ergonomiques classiques, etc. Alors, je ne sais pas si il faut avoir une conception de l'aménagement universel, parce qu'en même temps, les médecins disent que parfois, pouvoir varier de posture haute, basse, c'est bien aussi. Mais en tout cas, dans la conception de l'aménagement, quand on co-construit l'espace avec l'ensemble des profils qui constituent une équipe, ça peut permettre de faire des choix au moins au sein du quartier d'équipe et en fonction des collaborateurs qui la composent. Mais en même temps, comme on est aussi dans cette réflexion de beaucoup plus de mutualisation et de flexibilité, ça n'empêche pas de trouver des postures qui, certes, ne vont pas être adaptées à tous, mais au moins que chacun puisse trouver le lieu physique, l'espace qui va lui correspondre. Voilà, je n'ai pas de solution, vous vous rendez bien compte que tout ça, on est vraiment, je pense, tous aux prémices de ce qu'on pourrait imaginer faire. D'ailleurs, je trouve qu'il y a encore très peu d'études académiques qui évoquent cet aspect de la prise en compte, hein, parce que souvent, par exemple, la charge mentale, elle est vue sur le côté négatif et du trop, et pas finalement de qu'est-ce que ça a pu baisser et apporter et créer aussi en opportunité. La mutualisation des espaces, c'est une énorme transformation et un changement pour tous
Et donc, finalement, on ne s'est pas encore complètement préoccupé de comment on embarquait réellement tout le monde dans cette réflexion. Enfin, voilà. Mais pour autant, je trouve que c'est très bien et je vous remercie d'avoir organisé cet échange aujourd'hui parce que ça veut dire que on est nombreux déjà à s'y intéresser et que petit pas par petit pas, on va avancer dans le bon sens. Peut-être Christelle, Laetitia, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, variété, même mobilier ou même aménagement pour tous. Vous avez chacune donné en amont de cette réunion des exemples. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ben moi, Frédéric, ton tableau me parle beaucoup, ton image me parle beaucoup. Je trouve que vous êtes très avant-gardiste, là. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois et ce que j'entends de Orange par rapport à ça. Même qu'il y aurait peut-être un petit travail à faire là, pour, OK, là, on l'a fait pour l'environnement sonore. Est-ce qu'on peut faire la même affaire pour l'environnement visuel? Est-ce qu'on peut avoir des lieux qu'il y a des éclairages différents? Est-ce que je peux adapter mon éclairage? Est-ce que ça peut se faire pour ça aussi? Tu as parlé aussi du mobilier. Est-ce qu'on peut avoir une diversité de mobilier? Puis pour moi, c'est oui. C'est en offrant de la diversité, du choix, que c'est là qu'on va venir répondre plus à monsieur, madame, tout le monde, puis que monsieur, madame, tout le monde vont être bien plus satisfaits au final de leur environnement de travail parce qu'ils vont avoir le choix puis le contrôle sur leurs préférences aussi. Fait que ça me parle beaucoup là, ce que tu viens de présenter, Frédéric. Merci. Laetitia, tu nous évoquais à des moments des exemples en... C'est bon, tu peux parler normalement si tu... Ah, non. On Alors, propose de désactiver le micro, mais pas de l'activer. oui. Tu ne peux pas l'activer ton micro? J'ai enlevé normalement le... Non, je recommence Attends, comme ça. j'essaye. Je refais le chemin inverse. Et là maintenant, quand tu appuies en haut sur ton micro... Attends, je réessaye. Stéphanie avait eu le même problème au début quand on a fait les tests. Ouais, mais Ah, L'air d'être mieux, non? c'est bizarre parce que j'autorise et ça... Alors, parce que là, tu es revenu en guest. En fait, je vais vous voir. Quelqu'un veut prendre la parole? Entre-temps, j'essaye de trouver une solution pour le micro. Ben, moi, je peux peut-être renchérir. oui. Souvent, on se demande comment on fait pour avoir toutes ces informations-là pour les choix. Ben, moi, je pense que ça passe par la co-conception. Fait allez chercher vos experts du quotidien. Vos experts du quotidien, c'est vraiment vos employés, vos gens qui sont avec vous ou les organismes aussi qui travaillent pour la diversité va vraiment aussi vous donner des informations. Fait entourez-vous de gens qui vont vous offrir vos réponses parce qu'on ne peut pas avoir toutes les réponses. Moi, je travaille toujours avec mes experts du quotidien. Fait que j'ai un groupe d'experts que je vais toujours me faire valider. Ah, si je fais un environnement comme ça, là, toi, là, ça te convient-tu? Puis là, il va me dire oui, mais as-tu pensé à ça? Puis là, je vais voir un autre. Puis là, il me dit un peu la même affaire, puis je finis par avoir le point de vue un peu de ce que je veux, des gens que j'ai besoin pour vraiment offrir un environnement qui va répondre au plus grand nombre possible. Fait que questionner, demander c'est quoi les besoins, valider, puis c'est normal de faire des erreurs, puis c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on fait mieux aussi. Mais en allant valider auprès des experts du quotidien, là, c'est là que vous risquez de moins faire d'erreurs. Oh, mais c'est pas possible, ce micro s'est redésactivé. Ça y est, ça marche. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Attendez, ça y est, j'ai été éjectée tout à l'heure et du coup, Ouais. quand je suis revenue, j'étais invitée. Alors, Mute. T'étais invitée mute. J'ai été éjectée. Mais c'est dommage parce que c'était passionnant. Enfin, j'ai quand même pu entendre Frédéric sur le sujet des parcours sonores, enfin, des environnements sonores. Et du coup, je sais pas, j'ai une espèce de synthèse que ça m'a inspiré tout ça parce que c'est en effet
l'un des grands enseignements de la pandémie. On en parlait un peu avant, hein, du fait d'avoir voilà, des espaces pluriels pour des usages différents dans le bureau. Et avec la pandémie, ça a accéléré ces réflexions parce qu'il y a eu plusieurs étapes. Au début, on s'est dit, si le travail concentré se fait à domicile, il faut que le bureau, ce soit l'espace de la convivialité. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que, en fait, pas tout à fait, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se concentrer au bureau, parce qu'ils ne peuvent pas travailler chez eux, parce que souvent, au bureau, en fait, on travaille de la même manière qu'à la maison, c'est-à-dire on est dans des réunions sur Zoom et sur Teams tout autant qu'à la maison. Et alors, il y a une espèce de deuxième étape qui a été de dire, ah ben non, en fait, c'est aussi cet espace de concentration. Et finalement, je pense que pour beaucoup, il y a cette prise de conscience que les espaces sont pluriels et qu'on a besoin d'environnements qui vont répondre à l'usage deep work, le travail concentré, celui où pendant quelques heures, on a besoin de ne pas être interrompu. Comme à l'image des gens qui mettent des casques pour dire ne me dérangez pas, voilà, sans avoir besoin de mettre un casque, on peut se concentrer. C'est l'espace monacal, c'est l'espace bibliothèque, enfin voilà, on peut lui donner n'importe quel nom, l'espace deep work. Que oui, l'espace convivialité, détente, oui, de manière assez évidente, ça reste un usage très important du bureau puisque c'est là qu'on peut retrouver ses collègues. Et puis que l'espace du bureau doit permettre les appels individuels. Donc les Zooms, les Teams, etc., où on doit parler, où on est bien obligé d'avoir la petite bulle insonorisée pour faire ces usages-là très individuels qu'on va faire de plus en plus et de moins en moins les grandes réunions, parce que les réunions hybrides fonctionnent très mal. Donc en fait, ces environnements différents, c'est une tendance très forte et moi, j'ai le sentiment que beaucoup d'entreprises vont dans ce sens-là, que les aménagements des bureaux vont dans ce sens-là, d'espaces différents. Et comme le disait Frédéric aussi, on se rend compte que parfois ça change très vite et que la deuxième grande leçon, après la pluralité des espaces, c'est la modularité, qui devient aussi un des grands enseignements que il faut que ça puisse bouger facilement, il faut qu'il y ait des cloisons amovibles, des mobiliers qui bougent, des choses plurielles, qu'on puisse l'aménager facilement et rapidement pour s'adapter, parfois d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, à des usages qui vont changer. Et c'est d'autant plus nécessaire qu'en fait, le temps de l'immobilier, c'est-à-dire le temps de la construction, le temps des baux, le temps de signer des contrats, etc., lui, c'est un temps qui est toujours très, très lent. Et du coup, entre cette extrême lenteur du temps de l'immobilier et l'extrême rapidité d'évolution des usages, c'est dans cette modularité qu'on va trouver la réponse, entre les deux. Et la troisième chose dans ma petite synthèse, là, parce que ça rejoint aussi ce que disait Christelle, c'est cette idée de co-construction, de partir en fait des besoins des utilisateurs, celles qui sont là, travailler avec eux, comprendre leurs besoins, leur parcours, etc. Et c'est pas quelque chose qui se plaque et qui se décide d'en haut, ça se fait avec tout le monde, avec une très bonne connaissance, une connaissance fine des besoins des gens, de ce qu'ils veulent, et du coup, ça amène à être en fait beaucoup plus exigeant dans la conception de toutes les choses nouvelles, plus exigeant dans la qualité, dans ce qu'on fait par défaut, quoi. Comme je disais tout à l'heure à propos du défaut, du par défaut, on se base pas sur les marches, toutes les choses nouvelles qui sont construites, on sait que c'est roulable. Que par défaut, et la question après, c'est la question de la transition d'espaces déjà anciens vers les standards qui sont ceux d'aujourd'hui. Et ça, c'est pas évident. Je ne sais pas si vous, Christelle ou Frédéric, vous avez des réponses à apporter là-dessus. C'est que dans des grandes villes anciennes, avec du patrimoine historique, des beaux bâtiments, quand on est une entreprise dans un bel immeuble ancien et qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait, comment on fait? Là, justement, le côté accès universel, c'est pas forcément évident. On est plutôt dans la logique de l'équité et de rajouter des choses et d'adapter, mais du coup, ça peut stigmatiser parce que si on doit demander son petit truc en plus,
du coup, on est obligé de s'exposer. Et puis, le fait de demander, justement, c'est une difficulté. Donc, moi, ma question, elle porterait là-dessus. J'ai envie de vous la poser à vous. Comment on fait quand on a voilà, des choses, de l'historique, de legacy, comme on dit en anglais? Si je peux commencer, là, ben, je pense que c'est de le nommer, justement, à cet usager ou à cet employeur, à cet employé potentiel. OK, ben, moi, présentement, ce que je peux t'offrir, il ne répond pas à tes besoins. OK? Mais comment je peux faire pour t'aider ou te pallier à ce manque-là? Fait que si, admettons, j'ai 3-4 marches devant mon entrée, puis c'est impossible là, pour moi de venir installer une rampe temporaire ou installer une rampe. Comment je peux faire? Parce que je le vois ton potentiel, je le vois que tu es compétent, puis je veux t'avoir, mais comment que pour toi ça pourrait fonctionner? Fait que c'est en lui nommant, puis en lui suggérant de te suggérer des solutions. Fait que dans le fond, lui, il prépare. Ben, moi, le télétravail, ça me convient. Fait que si le télétravail, ça me convient, moi, je reste dans mon environnement. Je sais que mon environnement est sécuritaire, adapté pour moi. Est-ce que ça, c'est une façon que ça pourrait fonctionner? Fait que c'est l'ouverture autant de l'employeur que de l'employé de pouvoir s'adapter. Parce que c'est sûr qu'un environnement parfait à 100%, ça ne peut pas exister. Fait comment qu'on peut venir trouver des solutions dans l'immédiat qui va plaire à tout le monde? Alors justement, j'ai envie de rebondir, Christelle. Très concrètement, puisque toi, c'est ton quotidien, comment on fait pour être dans une démarche participative sans venir stigmatiser? Donc je caricature, hein, sans venir créer un groupe de travail sur les nouveaux aménagements handicap, un groupe de travail sur les aménagements femmes, puisque c'est loin d'être une logique inclusive si on fonctionne comme ça. Mais concrètement, qu'est-ce que tu peux conseiller à nos invités aujourd'hui sur la démarche? Ben, tu peux en créer un groupe de co-conception, un groupe qui vient nommer tes besoins. C'est juste que faut pas que tu ailles chercher, OK, ça me prend une personne en fauteuil roulant, OK, ça me prend. Tu laisses le choix aux gens qui veulent venir participer de participer parce que s'ils veulent s'exprimer puis s'ils veulent avoir des changements, ils vont participer. Puis ceux qui viendront pas, mais c'est un peu, tu l'as offert à tous. Puis s'ils veulent prendre la parole, tant mieux. S'ils veulent pas prendre la parole, ben c'est un peu aussi, tu sais, c'est du donnant-donnant, là. Fait que c'est clair que s'ils veulent pas participer, ben tu vas avoir moins de jus par rapport à ça. Mais c'est de l'offrir la possibilité de venir s'exprimer à tous, que c'est là que tu vas pouvoir. Mais tu sais, des exemples concrets, là, souvent, là, dans le milieu de travail, on va avoir une salle de bain pour femmes, une salle de bain pour hommes. On le sait que maintenant, ça fonctionne plus beaucoup, là, cette notion de salle de bain séparée. Puis on le sait qu'une salle de bain, c'est une salle de bain. Là. Il y a une toilette, il y a un lavabo, puis c'est la même affaire que tu sois du côté homme que tu sois du côté femme. Peut-être que du côté homme, il y a l'urinoir de plus, mais au pire, il va être dans la même salle de bain. Fait que juste d'offrir une salle de bain qui n'a pas de signage, ben déjà, là, oups, tu viens d'enlever comme une barrière qui aurait pu atteindre quelqu'un. Fait que c'est des choses qui sont quand même simples à implanter. Là. Mais référez-vous à vos experts du quotidien en proposant justement des groupes de discussion là, qui vont venir. Puis informez-vous auprès des organismes. Là. Nous, je sais qu'au Québec, on est très proche de nos organismes, puis nos organismes, ils nous donnent beaucoup de data, là, ils nous donnent beaucoup de données là, par rapport à vraiment les activités du quotidien. Là. Puis les personnes aussi dans la diversité, s'ils veulent t'informer, ils vont trouver le moyen de t'informer là, des besoins qu'ils ont. Fait que, juste des écouter, de prendre le temps de les écouter. Voilà, je voulais vraiment terminer sur ce propos de design, parce que le design, c'est autant la conception de l'espace que design thinking, donc la démarche aussi que vous allez mettre en place qui doit être elle-même inclusive. Donc pour peut-être juste terminer sur ces propos et parler dans notre jargon d'aménagement des espaces de travail, en gros, ce que nous dit Christelle, hein, c'est que pour constituer des groupes plus inclusifs dans vos ateliers de travail, de laisser plus de part au volontariat au départ. Souvent, on fonctionne dans notre environnement, je pense que vous êtes beaucoup à le savoir, par la désignation de certaines personnes en fonction de à quelle direction elles appartiennent, quelles activités elles représentent, et on le referme autour de ces des directions et des activités. Demain, la logique, ce serait de faire un appel
qui dit: «Nous recherchons de la représentation d'activité, nous recherchons de la représentation de toutes les diversités, que ce soit les handicaps, les femmes, LGBT, et cetera». Que vous soyez ouverts, communicants sur le sujet et que vous laissiez la possibilité aux personnes de participer au-delà de leur représentation des seules activités ou des seules directions. Ça vous crée déjà un atelier plus inclusif sans stigmatiser, certaines populations. Voilà pour un tips final et je laisse la parole à Stéphanie sur la conclusion. Bon, ben, oui, parce qu'on est un petit peu débordé au niveau, voilà, du timing, mais en tout cas, voilà, on a eu quand même, quelques, phrases un peu, marquantes aussi. C'est vrai que, juste le chiffre de 100 des gens, vont être, à un moment ou un autre en situation de handicap. Bon, bah, évidemment, on se dit: «Bon, bah, finalement, on parle d'inclusif», mais clairement, ça veut dire que c'est vraiment tout le monde. Quand on réfléchit à finalement l'universalité de solutions qui ont été au départ pensées finalement pour des personnes aussi en situation de handicap, les escalators, les portes cochères, et qui finalement servent à tous, je crois que vraiment c'est le premier pas là aujourd'hui pour un mindset, on va dire, général des entreprises à se questionner vraiment d'une façon autre. Et effectivement, quand j'entendais la réflexion par rapport au groupe d'experts, finalement, on va tous devenir d'une certaine façon experts en se mettant vraiment à l'écoute de toute cette diversité, de tous ces potentiels. Et je trouve ça très intéressant que on fasse un premier pas vers ce mindset global des entreprises, c'est-à-dire que effectivement, comment on réfléchit, comment on inclut, comment on communique tous ensemble, comment le fait d'accueillir va faire grandir tout le monde. Et je suis ravie de ces échanges. Je suis ravie surtout qu'on puisse les poursuivre. Donc, je suis absolument navrée. On n'a pas eu le temps finalement d'avoir vos questions, mais je vous encourage vraiment à nous les poser par mail, à nous contacter si vous avez ben, des réflexions en cours à ce sujet, des questions que vous vous posez, puis on essaiera de les partager du coup avec nos invités et de poursuivre. De toute façon, l'objectif, c'est vraiment de poursuivre ces échanges-là et cette réflexion et de vous les partager. Au fil de l'année. Je crois qu'on a mis en avance un bon sujet qui passionnant et en tout cas nous en tant que concepteurs d'espace et forcément d'organisation du travail, on va être au cœur de cette réflexion. Donc merci à tous. J'ai enregistré cette présentation, donc n'hésitez pas à nous en faire la demande et à vous poser vos questions par mail. Voilà. Merci à tous, merci à nos intervenants, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci à Bonne tous. journée à tous.